Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur la 7e planète de notre système solaire, Saturne. Bon, maintenant nous allons faire une petite description de la planète, car ça sera bien utile pour la suite, mais vous allez aussi vous rendre compte que la différence entre les deux, donc entre Jupiter et Saturne, ne sont pas énormes. Mais entre les deux, il y a quand même des similitudes, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Tout comme Jupiter, c'est une planète gazeuse, dont la composition à l'intérieur ne change pas vraiment. On retrouve le noyau, entouré d'un manteau d'hydrogène métallique, avec une couche d'hydrogène liquide, mélangez tout ça avec de l'hélium. De même, la température y est très élevée, et cela monte à plus de 11 727 degrés en son centre. À l'extérieur, on peut distinguer l'atmosphère, qui est un poil différente par rapport à celle de Jupiter. Elle est de couleur jaunâtre et avec des vents très violents, à plus de 1800 km/h, alors que sur Jupiter, on n'était que à 400 km/h. Et bon, entre ces deux valeurs, on peut clairement dire qu'à ce stade, on est plus que pulvérisé. Et sans oublier aussi que à sa surface, comme si cela ne suffisait pas, on peut aussi retrouver de belles tempêtes qui peuvent s'étaler sur toute la planète en forme de gigantesques taches blanches. Si sur Saturne c'est tout aussi infernal que sur Jupiter, c'est dû en partie à cause de sa vitesse de rotation, qui est très élevée et qui monte là aussi à plus de 10 heures, donc qui est équivalent à celle de Jupiter, ce qui là aussi a pour conséquence de la déformer et de l'ovaliser, et c'est aussi le cas sur Jupiter. Contrairement à cette dernière, là où les anneaux de Jupiter sont quasiment inexistants, là sur Saturne ils sont bien présents et c'est justement la planète avec les plus grands anneaux du système solaire. Car oui, je dis bien les anneaux parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 7 au total répartis en plusieurs groupes. Ces derniers au premier coup d'œil, on pourrait laisser penser qu'ils sont lisses et totalement rigides, alors que non en fait ils ne le sont pas. Ils sont en réalité composés de roches et de glace et de gaz, et c'est avec la distance que cela crée cette illusion d'optique. Et en effet, comme c'est le cas aussi par exemple sur les capteurs d'un smartphone, en réalité les tout petits pixels, on les voit pas. En effet, c'est juste avec la distance que on a l'impression que c'est juste un gros truc, alors que non, c'est plusieurs petits points qui forment après l'image. Et là aussi c'est pareil avec les anneaux. Mais la question qu'on pourrait se laisser penser, c'est d'où viennent-ils ces fameux anneaux? Et c'est là que ça se complique. Pour déterminer l'origine de ces derniers, nous avons deux possibilités. La première étant que les anneaux soient le résultat de la dislocation d'une lune de Saturne qui se serait rapprochée d'elle et qui à un moment donné, dû aux forces de marée, elle se serait disloquée. Et grâce à l'énergie cinétique conservée, les débris se seraient ainsi répandus tout autour de Saturne, ce qui donnerait naissance après aux anneaux. Cette idée vient de l'astronome français Édouard Roche et donnera son nom à la limite de Roche. Cette limite est une frontière avec n'importe quel astre qui détermine à quelle distance une lune peut se former. Si la matière est à bonne distance, une lune peut se former, et si elle dépasse la limite de Roche, ça devient des anneaux. Et notamment sur Saturne, c'est le cas, et on peut voir cette limite, c'est au niveau du premier anneau qui est le plus proche de Saturne. C'est là où est la limite de Roche. La deuxième option veut que la Lune, en se rapprochant de Saturne, se soit fait disloquer par un astéroïde ou une comète qui passait par là et qui se serait percuté contre cette dernière et aurait ainsi répandu les débris autour de Saturne. Mais dû à certaines explications trop compliquées à expliquer, cela rend cette théorie un peu moins crédible par rapport à la première option. Mais aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir, c'est que ces anneaux, ils existent, ils sont là, ils sont présents, mais on ne sait pas d'où ils viennent, et comme si cela ne suffisait pas, on ne sait pas non plus leur âge. Bref, les anneaux, c'est un mystère à part entière, mais c'est moins le cas de ces lunes. En termes de nombre, on est plutôt bien garni, et en réalité, Saturne, c'est la lune qui surpasse, c'est la planète qui surpasse toute catégorie, même Jupiter, en termes de nombre. Là où sur Jupiter, on était à plus de 60 lunes, sur Saturne, on monte à plus de 150 lunes, ce qui en fait la planète avec le plus grand écosystème de lunes au sein de notre système solaire. Alors, c'est certes gigantesque, mais vous allez aussi me poser la question, c'est comment on en est arrivé à un tel nombre? Eh bien, c'est tout simplement dû, tel à la formation de la Lune, cet amas de lunes, en réalité, n'est que le résultat d'une collision avec une protoplanète
contre Saturne, et ainsi les débris se seraient mis à tourner et à orbiter autour de Saturne et auraient donné naissance à de toutes petites lunes. Et dans l'eau de ces 150 lunes, on peut y retrouver Titan et Encelade. Ce sont les seules lunes à lesquelles on va s'attarder, parce qu'on ne va pas lister toutes les 150 lunes qui existent en tout cas, mais ce sont les 2 seules lunes que je trouve plus intéressantes que les autres. Titan est très grande, et elle est même plus grosse que la Lune. Ce qui diffère des autres, c'est sa composition. Elle est recouverte de rivières, de lacs et d'océans, pas d'eau, mais de méthane liquide. Et son atmosphère est assez particulière, parce qu'elle est composée d'azote, comme sur Terre. Chez nous, sur Terre, l'atmosphère est composée en moins une grande partie d'azote et d'oxygène. Mais, certes, sur Titan, il y a de l'azote, il y a quand même des rivières, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est habitable. L'azote, c'est un gaz qui est très présent, mais dans l'atmosphère de Titan, on ne trouve pas d'oxygène, donc impossible à respirer. Sans parler du fait que le méthane est un gaz qui se liquéfie à des températures extrêmement basses, donc impossible à supporter pour nous humains. Mais maintenant, Encelade, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ben, c'est tout simple. Vous prenez Io de Jupiter, vous prenez Europe là aussi de Jupiter, vous fusionnez ces 2 planètes, ça donne Encelade. Enfin, pas littéralement, mais je vais vous expliquer pourquoi. Encelade est une planète recouverte d'une épaisse banquise, où on peut y retrouver, d'après l'analyse de plusieurs sondes, un océan d'eau carbonique avec des geysers de gaz d'eau qui percent la banquise. Alors ces geysers sont liés à une activité dont on ne peut pas vraiment signifier l'origine, on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait que ça existe. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas d'où vient cette activité intense qui anime ce satellite. Et c'est sur les geysers de gaz qu'on va se quitter. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire pour dire si la vidéo a été bonne ou mauvaise. Et surtout n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. À la prochaine.